aujourd'hui, derrière le jeu de mots du titre, euh, l'innovation sociale vaut-elle le coup? Il y a la question fondamentale de la valeur de l'innovation sociale. Et sachant que les résultats des projets socialement innovants et des entreprises socialement innovantes en particulier n'ont pas pour seul objectif la croissance économique, mais bien aussi la création de valeurs sociales, sociétales, environnementales. Donc derrière cette question de la valeur se pose un certain nombre de problématiques et un certain nombre de conséquences, notamment en termes de financement. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, en fait, c'est un débat, des échanges très libres autour de deux grandes questions, justement, sur la valeur ou les valeurs ou la dimension de valeur de l'innovation sociale au-delà de sa valeur monétaire. Donc, on n'est plus dans un format de modèle économique classique qui peut être évalué et quantifié de façon monétaire. Donc ça, c'est vraiment une première question qui en entraîne d'autres, du coup, parce qu'elle génère des questions sur comment les financer, comment les rendre pérennes et durables également, avec la notion de retour sur investissement cher au monde économique contemporain. Donc, je ne ferai pas plus long parce qu'on a des intervenants qui vont pouvoir alimenter ce débat de façon intéressante et croisée entre un regard effectivement plus de pratique de la part de Lucie Annison et du côté recherche et enseignement par Marek. Donc, effectivement, Lucie qui commencera et qui ouvrira ces débats, Lucie Annison, est directrice opérationnelle de cette nouvelle coopérative COP Média créée en 2024, également secrétaire générale d'Enercop, qui est le réseau des coopératives françaises qui fournissent de l'énergie renouvelable. Donc, Lucie va pouvoir nous parler, nous présenter de ce projet COP Média et nous expliquer en quoi il est innovant, quelle est sa valeur, en quoi il diffère des autres formes, des autres médias plus mainstream et plus classiques. Et pourra échanger avec Marek Hudon, qui nous fera le plaisir effectivement de partager son expérience en tant qu'enseignant. Prof à la Solvay Brussels School of Economics and Management, je l'ai dit avec un accent formidable, de l'Université libre de Bruxelles, et qui mène des recherches sur des thématiques qui sont particulièrement pertinentes aujourd'hui, puisque c'est essentiellement sur l'innovation sociale, mais aussi la finance durable, les monnaies alternatives, l'investissement à impact et le financement participatif, dont Lucie pourra parler de façon plus approfondie. Donc, je suis ravie de vous accueillir tous les deux et comme Fatima, très curieuse aussi d'animer vos échanges et de prendre les questions de l'auditoire, tant des membres du conseil d'administration qui pourront intervenir directement à l'oral que des participants qui pourront poser leurs questions dans le chat. Surtout, n'hésitez pas et elles seront répercutées et posées à nos deux intervenants et nos deux invités. Donc, Lucie, ce projet de COP Média, ça répond bien, on le voit particulièrement en ce moment, je trouve, à la crise actuelle de l'indépendance des médias, de la presse dans notre société. Je crois qu'on a tous des exemples assez criants en tête de ce qui se passe outre-Atlantique, mais un petit peu chez nous aussi, et dont la défense est plus assurée convenablement par la puissance publique. J'ai d'ailleurs regardé par hasard un film avant-hier qui s'appelle Pentagon Papers et qui rappelle à quel point l'indépendance, la liberté de la presse et l'indépendance des médias est importante dans une démocratie. Donc ça m'a vraiment fait penser à l'intervention qu'on allait avoir aujourd'hui et à nos échanges. Donc, vous avez apporté avec COP Média une réponse qui est innovante à ce défi, à cette problématique de l'indépendance des médias. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce projet? Pourquoi il est né? Quel était le défi? Pourquoi cette forme coopérative? Et un petit peu, quelle est la valeur de COP Média par rapport aux autres types de médias, justement? Merci beaucoup pour l'invitation. Et merci aussi, je le rappelle ici, au soutien de la CGSCOP au lancement de COP Média, c'était très précieux. Et je pense que ça fait partie de la discussion aujourd'hui, l'importance de soutenir au lancement des initiatives qui
font les choses un peu différemment et qui du coup ont du mal à trouver du soutien dans des cadres entre guillemets plus classiques, mais peut-être enfin voilà, sur le pourquoi du comment la CG Scope soutient des initiatives comme celle-là. Peut-être Fatima, je ne sais pas s'il y a 2 mots à dire là-dessus, mais voilà, ça pourrait être plus tard dans le webinaire. Donc, comment est né et pourquoi est né COP Média? Je ne vais peut-être pas retracer les éléments de contexte entre guillemets politiques, mais en très gros, depuis ces dernières années, on voit un mouvement de concentration des médias. On a des problématiques d'indépendance répétées et de questionnement, en tout cas, sur comment est traitée l'information et comment influe la situation des médias sur la façon dont ils traitent l'information. Et du coup aussi dans les milieux de l'économie sociale et solidaire, dans les milieux qui traitent des questions environnementales, sociétales, etc. La question du traitement un peu défaillant parfois de certains sujets sociétaux dans les médias entre guillemets dits mainstream, avec une problématique aussi à faire parler de modèles différents. Aujourd'hui, la place de l'économie sociale et solidaire dans les médias classiques, elle est très faible comparée au poids que l'économie sociale et solidaire pèse dans l'économie, en tout cas en France. Bref, il y a tout un tas de constats, le constat après de la montée de l'extrême droite, etc., qui a mené à une réflexion au sein d'un petit collectif d'acteurs de l'économie sociale et solidaire, une réflexion sur comment est-ce qu'on peut trouver un moyen à la fois de soutenir un écosystème de médias indépendants qui existe et qui essaye de trouver des nouvelles formes, des nouvelles façons de faire du journalisme, des nouvelles façons de faire des médias qui soient plus proches des citoyens, plus engagés, plus éthiques. Donc, comment on soutient ces médias indépendants qui aussi, en général, ressemblent un peu plus au secteur de l'économie sociale et solidaire et donc sont souvent plus intéressés par nos sujets, plus intéressés par montrer nos initiatives. Donc, pour nous, il y avait un vrai sujet de faire corps et de trouver un moyen de faire un pont entre cette économie sociale et solidaire et ces médias indépendants qui, en fait, sont des 2 milieux qui se connaissent très peu. Et puis après, un sujet, disons, plus un focus dans ce grand sujet de faire des ponts sur la question du financement et de se dire que de là d'où nous on venait, donc il y a Enercop évidemment, mais aussi la Nef, mais aussi les autres licornes avec 2 O. Je ne sais pas si vous êtes familier de ça, mais en gros, c'est coopératives qui lèvent des fonds massivement au service de projets de sociétés diverses et variées. De dire, nous, on a un certain savoir-faire en matière de levée de fonds, on sait aller chercher notamment du capital. Et aujourd'hui, il n'existe pas d'outils de levée de fonds en capital pour soutenir des médias indépendants et pour faire de l'investissement dans les médias indépendants. Et donc, voilà, il y avait un peu cette idée de comment on pourrait créer quelque chose qui réponde à ce besoin à la fois de soutenir un écosystème de médias indépendants, de faire des ponts avec l'économie sociale et solidaire et de diversifier les modes de financement pour les médias indépendants. Et donc, on a un petit peu travaillé là-dessus, on a rencontré beaucoup de médias pour challenger ces premières idées, ces premières intuitions que nous, on avait. Et on a rencontré beaucoup d'enthousiasme de la part des médias indépendants qui, alors aujourd'hui, il y en a quand même de plus en plus qui ont des formes associatives, coopératives, etc., mais qui, à part ça, ont assez peu de temps à dédier pour le coup, à de l'innovation sociale, entre guillemets. C'est des choses qu'ils découvrent et leur situation, souvent économique, etc., les empêche aussi d'innover sur certains aspects, et notamment sur les questions de financement. Et du coup, je pense qu'ils ont été très, très enthousiastes aussi à voir des acteurs comme nous arriver et leur proposer du temps de travail, du temps de mise en réseau, du temps de structuration en fait pour leur écosystème. Et donc, on a créé COP Média, une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif, avec pourquoi une SIC? C'était vraiment, il y avait un projet politique de dire on veut une structure qui soit gouvernée par l'ensemble des parties prenantes
du projet politique, donc à la fois des médias, à la fois des structures de l'économie sociale et solidaire, à la fois potentiellement des collectivités qui voudraient s'investir dans ce projet-là. Et donc ça, aujourd'hui, il n'y a quasiment que la SIC qui permet d'avoir toutes ces parties prenantes-là autour de la table. Et puis un outil qui nous permet de lever des fonds massivement en capital. Et ça, c'est pareil, la SIC en société anonyme est un des seuls outils, je crois, qui permettent ça. Nous, notre enjeu, il était vraiment sur effectivement le fait de pouvoir lever des fonds en capital et pas en dons, déjà parce qu'il existe déjà des organismes qui lèvent des fonds dans le milieu des médias, et qu'on se disait, comme dans beaucoup de secteurs, hein, l'argent, il faut aller le chercher sous toutes ses formes, et le capital, l'investissement en est une. Et ce capital-là, il va nous permettre, nous, ensuite, de réinvestir dans des médias indépendants. Et c'est vraiment ça, un des axes de la coopérative COP Média, c'est d'investir dans des médias indépendants pour leur permettre de mener à bien des projets ambitieux de développement, etc. Et est-ce qu'on peut avoir des exemples des médias qui font partie de COP Média? Il y en a combien à ce jour? C'est de quel type? Il y a une trentaine de médias, Ouais. un peu de tout type. Alors pour l'instant, on est plutôt sur du média au sens classique du terme, c'est-à-dire on n'a pas encore tellement démarché la partie entre guillemets plus nouvelle, les youtubeurs, les tiktokers, etc., qui pourtant aujourd'hui deviennent aussi des sortes de médias. Mais aujourd'hui, on est sur des médias plus classiques, alternatives économiques, Politis, Vert, l'âge de fer, on est sur du papier ou du en ligne, payant ou gratuit. Enfin, nous, notre enjeu, c'est de fédérer le plus possible des médias indépendants, qui soient membres de la coopérative. Et ensuite, notre objectif est de proposer à ces médias indépendants des financements. Il y a d'autres axes sur la coopérative, mais là, comme on parle quand même un peu spécifiquement du coût de l'innovation sociale et plus globalement de la recherche de financement, quand on fait les choses un peu différemment, c'est surtout ça qui est intéressant. Mais voilà, il y a Rue 89 Strasbourg, il y a la coopérative Tank aussi, qui est une plateforme de documentaire. Donc voilà, on est sur des types de médias assez différents. Et on a commencé à pas mal, enfin voilà, on discute pas mal avec eux sur aujourd'hui quels sont leurs besoins en financement. Et vous demandiez qu'est-ce que fait COP Média, à quoi répond COP Média qui n'est pas déjà répondu par ailleurs. Oui. Et aujourd'hui, les médias, ils ont un vrai défi pour aller trouver du financement, parce que aujourd'hui, par essence, un média, c'est pas rentable, ça rapporte peu d'argent. Il y a très peu de bénéfices à aller financer un média. Et du coup, avec des modèles économiques en plus qu'on connaît peu, les banques sont très réfractaires à financer des médias indépendants parce que pour eux, c'est très dangereux. Et donc, pour rester indépendant, ne pas dépendre de financement au hasard milliardaires, des quelques milliardaires qui financent les médias, et encore, hein, on n'en parle pas de beaucoup, on parle de 8 ou 9 milliardaires qui financent 80 à 90% des médias en France. Si on ne passe pas par eux, eh ben, on est quand même bien en peine de trouver un équilibre quand on est un média aujourd'hui. Et du coup, nous, notre ambition, c'est d'essayer de trouver, pas sous forme de subvention, hein, l'idée n'est pas de faire de la perfusion, mais vraiment de proposer des solutions de financement, d'investissement pour des projets de développement, un nouveau site internet. Et l'idée, c'est aussi de permettre aux médias d'être ambitieux dans ce qu'ils veulent faire. En fait, aujourd'hui, il y a plein de médias qui disent, nous, on aurait envie de faire plein de choses hyper ambitieuses, d'asseoir de projets de façon beaucoup plus costaud, mais on est tellement ric-rac qu'en fait, on fait tout avec des bouts de ficelle, et ça conduit à des modèles éco qui sont d'autant plus instables qu'ils sont construits avec des bouts de ficelle, et en fait, c'est un cercle vicieux. Et nous, on aimerait bien essayer justement de permettre d'avoir accès à des financements peut-être un peu plus importants et avec des modalités mieux disantes pour les médias, aussi pour leur permettre de construire des modèles économiques plus stables dans la durée. Et, pardon, peut-être une question qui me vient là, parce qu'on est quand même effectivement sur l'innovation sociale, et donc on a bien compris qu'il y avait un des moteurs qui est effectivement d'arriver à lever des fonds.
et d'avoir un réseau de médias indépendants au lieu de les avoir isolés et fractionnés. Effectivement, il y a une force, un effet levier certainement qui n'aurait pas autrement. Mais il y a quelque chose que vous disiez précédemment qui était aussi justement ces liens, ce réseau, cet effet de groupe, de coopération et de collaboration entre plusieurs médias qui a peut-être aussi un effet positif dans dans la valeur qui est créée, j'allais dire. Peut-être que l'effet de groupe en a une aussi. Et le deuxième point, c'est peut-être juste revenir un instant sur qu'est-ce qu'on entend par médias indépendants. Même si le sujet n'est pas aujourd'hui de parler de la presse indépendante, c'est pas le thème, mais c'est vraiment pour le dissocier de ce qu'on appelait les médias mainstream et classiques et voir en quoi justement c'est innovant, c'est différent et c'est innovant. Et ensuite, on parlera des conséquences. Alors, du coup, j'ai oublié votre première question puisque j'étais sur la deuxième. La première, c'était… C'était le fait qu'ils soient réunis, qu'il y en ait une trentaine ensemble. Qu'est-ce que ça leur apporte justement en termes de réseautage, d'entraide, de laboratoire d'innovation peut-être entre eux aussi? Alors, ouais, là-dessus, il y a eu aussi un gros enthousiasme, hein. Nous, la mutualisation, la structuration un peu plus interne, on ne l'avait pas intégrée au départ forcément dans le projet Coop Média, parce qu'on pensait honnêtement que ça existait déjà entre eux. Et en fait, ils ont été hyper enthousiastes. Ils ont dit, nous, une autre mission qu'on verrait pour Coop Média, au-delà de cette question, en gros, financement, diffusion et plaidoyer, c'était nos quatre. Donc, financement, j'en ai déjà parlé, augmenter la diffusion, faire connaître les médias indépendants et faire du plaidoyer. Ils ont dit, nous, on a un vrai besoin sur la mutualisation, le fait de plus travailler ensemble pour s'aider à se structurer, se professionnaliser, monter en compétences. Et ça, nous, on ne l'avait pas tellement dans le viseur, puisque je pense que dans l'économie sociale et solidaire, on sait assez bien faire ça. Enfin, c'est des choses, on est Ouais. habitué au réseau, au collectif, etc. Là, nous, ils nous disent, en fait, nous, on n'a pas le temps de faire ce genre de choses. Donc, en fait, on est très en silo. Alors, si on connaît les bonnes personnes au bon endroit, on arrive à faire du partage d'infos, mais il faut vraiment être dans les bons cercles, tomber au bon moment, au bon endroit. Et du coup, il y avait vraiment l'idée de se mettre ensemble pour être plus fort, plus partagé. Et je me rappelle les premières réunions qu'on a fait avec des médias indépendants, ils étaient hyper enthousiastes sur le fait sur l'idée de créer une grande cause, de se dire en Mmh. fait, en étant ensemble, ça va nous permettre de porter l'idée d'une grande cause de l'indépendance des médias qui aujourd'hui en fait, il y a peu d'ONG, autant dans le secteur de la santé, de l'alimentation, du climat, etc. Il existe des centaines d'ONG pour l'indépendance des médias, il n'y a pas grand-chose. Et Ah ouais, donc c'est vraiment un aspect innovant dans ce secteur-là, en fait, paradoxalement, qui n'est pas tellement poreux à ce mode de collaboration et de travail collectif, hein. non, non, non. Alors, depuis qu'on a commencé à en parler, il y a eu quelques initiatives quand même, plus collectives, mais c'était la première fois que les médias indépendants arrivaient. Enfin, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, dans l'entre-deux tours des élections législatives, là, il y a eu des grands rassemblements à République, à Paris, organisés avec dedans une quinzaine de médias indépendants, je crois. Et pour eux, ça a été des moments hyper forts parce qu'en fait, ils n'avaient jamais fait corps comme ça ensemble Mm. euh, pour porter des messages. Il y a eu aussi, par exemple, ça paraît un peu dingue, mais à la Fête de l'Humanité, cette année, il y a eu un village des médias indépendants. C'est la première Oui. fois de l'histoire de la Fête de l'Humanité qu'il y a eu un village des médias indépendants. Mhm. Et c'est vrai que Ouais, moi, c'est un marqueur. voilà. Enfin, donc, ouais, pour eux, je pense que ça a été important aussi cet aspect-là D'accord. de faire collectif. Et donc, pour Euh, clarifier le débat aussi, donc, médias indépendants. ouais. Alors, pour définir les médias indépendants, pour l'instant, on n'a rien à inventer, nous. On s'est beaucoup basé sur des choses qui existent déjà, notamment parce qu'il y a un syndicat de la presse indépendante qui existe et qui avait déjà beaucoup euh, délimité le travail, quoi. Ouais. Il y a un certain nombre de principes, c'est assez simple, on a une charte dans laquelle c'est écrit.
En gros, il y a un principe de revendiquer l'indépendance et l'autonomie vis-à-vis de pressions politiques, économiques ou idéologiques. Donc ça, c'est un grand principe assez englobant. Il y a le respect de la Charte de Munich des droits et devoirs des journalistes. Et il y a un enjeu économique qui est la majorité du capital d'un média doit être détenue par des personnes physiques ou morales dont l'activité principale se situe dans les médias. D'accord. Ça, c'est un des principes qui a fait c'est vraiment le SPIL qui a travaillé là-dessus, et c'est un des principes phares. Et pour les actionnaires minoritaires hors médias, l'activité doit être évaluée à l'aune d'un conflit d'intérêts potentiel. Mais vraiment, l'idée, c'est que la majorité du capital doit être détenue par des personnes ou structures qui ne travaillent que dans les médias. L'objectif étant d'éviter, par exemple, des industriels ou voilà, qui prennent contrôle de médias. Et dans le cas des associations notamment, il y a aussi l'idée d'avoir des sources de financement diversifiées pour ne pas dépendre que d'une seule et unique source de financement. Ouais. Non, c'est intéressant et c'est effectivement très pertinent par rapport à la question du financement aussi, de l'indépendance Ouais. financière. Merci Lucie. Je vais peut-être passer la parole à Marek, mais vous pouvez réintervenir quand vous voulez. Il faut que les échanges soient fluides. Mais Marek, j'aimerais bien savoir, peut-être que déjà vous avez des questions ou des réactions immédiates après la présentation de Lucie, sans rester nécessairement sur le secteur explicite des médias. Ou sur la forme coopérative, mais par rapport quand même à cette notion de c'est quoi la valeur de l'innovation sociale d'une entreprise qui est socialement innovante par rapport à une entreprise plus classique qui a pour objectif principal et exclusif même la croissance économique et les bénéfices. D'après vos recherches, euh, d'ailleurs, j'ai oublié de dire que vous étiez aussi éditorialiste dans un journal, dans un journal belge avec pas mal d'articles qui sont intéressants, qui sont liés à la thématique dont on discute aujourd'hui. Donc, Marek, d'après toutes ces recherches, ces études et ces analyses, qu'est-ce que vous pourriez dire justement de la valeur et ce qui fait la différence de la valeur d'une entreprise socialement innovante par rapport à un autre type d'entreprise classique, puisqu'elle crée effectivement une valeur économique, mais aussi sociale et environnementale. Merci de m'avoir invité aussi. Quand je vois le petit mot Occitanie, je me sens presque moi qui suis né à Béziers avant d'avoir migré dans le Nord de manière familiale, presque de retour à la maison. Donc merci beaucoup pour cette invitation. Et en effet, merci à Lucie pour aussi cette belle mise en bouche par rapport à cette question finalement de la valeur, parce que je pense que tout ce que Lucie nous a partagé est un bel exemple en fait de quelle peut être la contribution d'une innovation sociale, de l'ESS ou de modèles comme ceci par rapport à une question de création de valeur. Mais donc, peut-être pour faire le lien avec Lucie, peut-être 3 points. Le premier, je pense que ce mot valeur, qui aujourd'hui est un petit peu galvaudé, notamment moi qui suis prof dans un département de gestion, notamment par les écoles de commerce, il est galvaudé parce qu'il a repris la création de valeur un peu à toutes les sauces. Je pense que la particularité d'une innovation sociale, c'est le fait qu'elle va répondre à des besoins particuliers qui ne sont pas des besoins de maximisation de profit d'actionnaires ou de création, on va dire, spécifiquement de valeur économique, mais qui sont des besoins que ça soit d'intérêt mutuel de membres d'une coopérative qui se disent en se mettant ensemble, on sait qu'on a un certain nombre de besoins et qu'on va rencontrer, ou alors carrément des besoins encore plus larges, publics, qui sont des débats ou des questions qui vont être de l'ordre du bien public ou qui vont même dépasser l'intérêt des membres de la coopérative ou de l'association en tant que telle aussi. Alors concrètement, ici, on a vu un bel exemple avec Lucie et la presse indépendante. On sait, vous avez le problème en France, on a aussi le débat en Belgique aussi sur la place et les modèles économiques de la presse indépendante.
C'est une vraie question aujourd'hui. Quand on voit toutes les attaques sur la démocratie, que ce soit l'outre-Atlantique, mais aussi on voit ce qui se passe en Europe quand même aujourd'hui dans pas mal de pays. On peut se poser la question en effet de comment est-ce qu'on va faire pour maintenir une presse indépendante. Et quand il n'y a pas de presse indépendante, il y a quand même beaucoup de choses qui s'effondrent dans notre société. Donc c'est un besoin qui est crucial. Et l'innovation sociale, elle permet de se saisir de cette question, de répondre en fait à une question qui est brûlante, telle que la question en fait de l'indépendance de la presse. On s'en était peut-être pas rendu compte, qui est une quarantaine d'années, parce que je suis presque né dans un dans un monde où en fait historiquement c'était peut-être moins le cas, mais on voit petit à petit en effet la montée en puissance de ce questionnement dans pas mal de pays aussi. Donc ça c'est un premier élément, c'est vraiment pour moi le fait de répondre à ces besoins. Deuxième élément, alors on n'est pas dans la valeur économique, mais à la fois dans le dialogue entre Lucie et Armelle. Moi, ce que je retiens aussi, c'est l'élément aussi en fait de valeur ajoutée. Un peu le thème qu'on appelle quelquefois l'additionnalité, qui est sans doute du franglais ou une traduction du mot additionnality, mais je n'ai pas trouvé largement mieux. C'est l'idée de se dire, en fait, on est capable de faire en étant ensemble, en étant dans un modèle d'innovation sociale, on est capable de faire quelque chose qui ne se passerait pas ou qu'on ne serait pas capable de faire seul. Et ça, c'est notamment, par exemple, l'exemple des tiers-lieux, où là, il y a vraiment quelque chose qui se passe souvent, qui ne pourrait pas avoir lieu de manière seule, et notamment, par exemple, dans le développement rural, on sait toutes les difficultés du monde rural aujourd'hui de survivre, et donc ça, c'est un deuxième point. Puis, troisième point, très rapidement, je pense qu'aussi, la valeur, elle se comprend aussi de manière relative, c'est-à-dire ici, non pas simplement de manière absolue par rapport à un besoin, mais aussi relative par rapport aux objectifs de chacun. Lucie parlait d'investisseurs, même si on n'est pas dans des modèles, en effet, avec des hauts niveaux de rentabilité ou très profitables. Ce qu'on trouve dans des recherches, et notamment on a un papier qui vient d'être publié sur ça aussi, c'est qu'en fonction de l'objectif d'investissement, que ce soit un objectif vraiment purement sociétal ou un objectif plutôt économique, même si c'est de l'innovation sociale, on a des investisseurs qui peuvent être là avec des motifs économiques. Puis il y a un continuum entre ces deux extrêmes. On va avoir une perception très différente de l'innovation sociale. Autant un investisseur qui a, lui, une finalité qui est vraiment très sociétale peut un petit peu avoir peur de cette dimension économique de l'ESS par rapport à la philanthropie ou par rapport à quelque chose qui est purement sociétal. Et autant un investisseur commercial, par contre, peut, lui, voir ce type d'hybridité de manière positive aussi. Donc, c'est compliqué, c'est relatif. Et là, en fait, c'est sans doute une troisième type de valeur. C'est une valeur qui est liée, en fait, à la fois à la perception et aux valeurs, en fait, individuelles de chacun. Donc ça, c'est peut-être trois balises que je pouvais placer pour essayer de rebondir par rapport à ce que disait Lucie, en sachant que ce terme de valeur à la fois est historique, on parle de valeur depuis des centaines d'années en philosophie, de valeur morale aussi, mais il a quand même été repris, voire galvaudé, je pense, de plus en plus ces dernières années. Intéressant, effectivement, surtout du lieu dont vous parlez en tant qu'enseignant dans cette école, dans cette business school, école de gestion. Et la question qu'on pourrait se poser derrière, effectivement, c'est d'abord, il y a une question que moi, je me posais, puisque vous travaillez aussi au-delà des frontières belges. Est-ce que ce mouvement-là de création d'entreprises avec une finalité sociale, quelle que soit leur forme, a un écho particulier dans la jeune génération qui est soucieuse aussi d'avoir un impact, une valeur, pas uniquement économique. Est-ce que c'est une tendance qui semble se généraliser, monter en Europe et qui donc plus que jamais doit être soutenue et défendue? Est-ce que dans vos recherches, il y a quelque chose qui donne des indications en ce sens? Donc il y a un intérêt assez clair pour une dimension sociétale, pour une création de valeur sociétale de la part des étudiants, de la part des jeunes générations. Ça, je pense qu'en tout cas, il y en a une partie de
ceux-ci qui vraiment accordent une importance particulière à l'entrepreneuriat sociétal, l'entrepreneuriat social aussi. Donc ça, oui. Après, la difficulté, c'est qu'on est, alors on va sans doute faire le lien avec la question de la presse, hein, mais ma perception est qu'on est dans des mondes qui sont de plus en plus des bulles, en fait. Hein. Avant, peut-être de manière un peu stéréotypée, tout le monde était devant son JT à 20h, avoir la même source d'information, la même information. Ben, aujourd'hui, à travers le fait qu'en fait, les sources d'information varient de plus en plus, et donc, en fait, tout le monde n'a pas, même si on est sur la même planète, n'a pas la même information, la même perception. Ben, en fait, on va avoir un certain nombre des étudiants, des jeunes générations qui, oui, vont être intéressés, d'autres moins. Et en sachant que cette envie de changer le monde ou ce désir quand même de réaction, voire, hein, on pense au mot de résistance aussi, ben, en fait, il est aussi à prendre en tout cas, il est balancé aussi par une tendance à l'individualisme qui est quand même assez importante. Hein. Et donc, on a sans doute cette contradiction possible ou ce paradoxe entre, oui, on veut participer à un mouvement social, mais à l'inverse, on est quand même aussi dans des comportements qui sont assez individuels, voire individualistes. Alors effectivement, il y a un lien qui se fait très très fortement et déjà pendant l'intervention de Lucie avec la deuxième question qui porte effectivement directement sur comment est-ce qu'on finance ces entreprises particulières qui visent effectivement, qui sont innovantes et qui visent à produire un impact social et pas uniquement un impact économique, à créer de la valeur sociale. Il y a une question justement quand on parle de valeur, sans entrer trop dans le détail dans ce débat compliqué, qui est comment est-ce qu'on mesure, comment est-ce qu'on évalue du coup le coût de ces entreprises qui sont pas uniquement évaluables sous forme monétaire parce qu'elles créent autre chose effectivement que du profit économique. Alors, il y a plein de options. Soit on essaie de se dire qu'en fait, tout cet impact additionnel, on peut penser à ce qu'en théorie, on va dire plutôt classique ou néoclassique, ben, on va parler comme d'externalité, donc de l'impact qui est généré par une activité, par exemple une activité économique sur son environnement d'un point de vue économique, environnemental ou social aussi. Ben, toutes ces externalités d'une action, on va essayer de les mesurer, hein, notamment on a des outils comme on appelle le Social Return on Investment. Alors, j'ai jamais essayé de le traduire le terme, mais le retour sur investissement social, j'imagine, qui vont en fait essayer de mesurer du coup, bah, en fait, en quoi est-ce que cette activité, cette innovation sociale, qu'est-ce qu'elle va permettre de changer, qu'est-ce qu'elle va nous permettre d'éviter comme coûts additionnels, comme coûts sociétaux par exemple. Il y a tout cet effort alors de mesure pour essayer de quantifier en fait justement cet intérêt mutuel ou cet intérêt en termes de collectif. On peut penser en termes de modèle agricole par exemple, en termes de santé aussi. Il y a plein de mesures aussi. Donc ça c'est un élément qui a sans doute l'inconvénient de rester dans un paradigme, on va dire, monétaire, ou oui, parce qu'on monétarise, ou en tout cas quantitatif, mais qui a aussi sans doute l'intérêt d'avoir quelque chose d'assez concret, hein, en fait, à proposer. Et donc, il y a cette difficulté-là aussi. Maintenant, on peut sortir de là et donc se dire, bah, en fait, il y a d'autres types de valeurs. Et donc, est-ce qu'on peut tout quantifier? Est-ce qu'on peut tout mesurer? Est-ce que, justement, ça a du sens, hein, quand on pense, par exemple, aux limites planétaires? Bah, l'idée des limites planétaires, c'est aussi de se dire, bah, en fait, on a une biosphère, on a quelque chose qui nous entoure aussi, et que, en fait, est-ce que ça a du sens d'essayer de monétariser, par exemple, hein, tous les impacts environnementaux aussi, à partir du moment où, en fait, cette limite-là, ben, elle ne devrait pas être dépassée, quel que soit le coût aussi. Donc, il y a sans doute, à mes yeux, ces deux éléments. Alors, je ne suis pas spécialisé dans les mesures d'impact, mais peut-être que ça peut des balises. Ouais, Lucie, vous voulez réagir à ce sujet sur la valeur d'une entreprise de type Coop Média, justement, qui n'est pas une entreprise de médias classique, qui va servir ensuite, sans doute, c'est un des aspects
quand on parle de valeur ou de mesure de la valeur, qui peut servir effectivement à convaincre des financeurs potentiels. Dire, mais voilà ce que vous gagnez, entre guillemets, qu'est-ce qu'on gagne en fait à apporter des financements. On le traitera plus en détail dans la deuxième question, mais en réaction immédiate. Je pense que j'ai pas beaucoup plus de réponses sur comment on valorise. Je suis pas non plus spécialiste des mesures d'impact, mais on en avait un peu parlé dans la préparation de ce webinaire. Il y a quand même un certain nombre de choses aujourd'hui qui sont créées par, alors moi je parle des coopératives, mais plus globalement par les structures de l'économie sociale et solidaire, en termes d'emploi, en termes de sauvegarde des territoires. En termes de robustesse des structures, j'ai encore perdu, je le perds à chaque fois, mais la dernière fois, on avait évoqué ce chiffre sur le fait que les scopes sont beaucoup plus robustes que des TPE classiques. Et du coup, la question, c'est derrière, comment est-ce que quand on est une collectivité, quand on est les pouvoirs publics, quand on est une fondation, voilà, on se dit, en fait, c'est ça qu'on veut, enfin, où est-ce qu'on veut mettre notre argent? J'ai vu qu'il y avait encore, je crois, un scandale sur sur comment était utilisé l'argent pour financer l'innovation. Je pense qu'on parle essentiellement d'innovation tech, pas sociale, mais en fait de se dire, est-ce qu'on essaye de financer des formes d'entreprises qui ont prouvé aujourd'hui, c'est quand même, il y a des chiffres qui existent, qui ont prouvé qu'elles créent des territoires plus attractifs et résilients, des emplois plus résilients aussi. Enfin, et ça, Oui, c'est chiffrable aussi. oui, Mais tout à c'est fait. plus compliqué, c'est plus complexe, ça nécessite. Voilà, c'est exactement dans le secteur de la santé, par exemple. Il y a beaucoup de choses là-dessus et c'est très compliqué à chiffrer. Mais à quel point, par exemple, aujourd'hui, il y a pas mal de structures innovantes dans le secteur de la santé qui agissent de la prévention à l'accompagnement des familles et en fait qui disent par exemple ce qu'on gagne en faisant de la prévention, c'est super difficile à quantifier parce que c'est à la fois faire de la prévention dans le secteur de la santé, c'est potentiellement, ça a des impacts sur ensuite les politiques d'emploi, sur les politiques de logement, etc. Donc c'est beaucoup plus compliqué et complexe à quantifier, mais par contre, ça a une vraie valeur. Et la question, c'est comment est-ce qu'on facilite ça et comment est-ce qu'on convainc les sources de financement de l'importance de ne pas aller dans l'immédiateté de financer quelque chose qui, entre guillemets, envoie des paillettes, mais de voir un peu plus loin. En tout cas, je ne sais pas si c'est une question de voir à plus moyen ou long terme, mais en tout cas, d'accorder de l'importance à autre chose que de la création de valeur dans la première année ou la deuxième année, parce que c'est sûr que c'est souvent des modèles aussi qui mettent plus longtemps à être à produire de la valeur pour le coup financière, quoi. Ouais. Il y a deux points clés là qui sont deux parmi d'autres qui sont soulevés. C'est effectivement d'abord cette résilience, pour utiliser ce mot. Résistance, c'est pas mal aussi. Et on le voit en période de crise, on l'a vu au moment du Covid, on le voit pendant les crises financières. Et effectivement, c'est pas délocalisable en termes d'emploi. C'est un modèle économique qui résiste bien. Et la deuxième chose, c'est la temporalité, effectivement, qui s'accorde assez mal avec ce temps court, immédiat et pailleté dont on est très, très friand aujourd'hui, surtout aux veilles d'élections qui arrivent quand même assez régulièrement et assez fréquemment. Donc, c'est vrai que pouvoir se projeter sur des entreprises qui ont besoin de temps pour se développer, s'installer et produire des résultats qui sont effectivement pas immédiats en termes de bien-être au travail, en termes de santé publique, en termes d'attractivité des territoires, en termes de prévention de la pollution, de changement climatique, enfin, tous les défis sociétaux auxquels on est confronté aujourd'hui. Et je pense que la plupart des gens sont convaincus que c'est bien, mais effectivement, le retour sur investissement non monétaire, le retour sur investissement en termes génériques, va pas se faire immédiatement. Donc, c'est aussi cette notion de temps long qui peut poser problème au moment où on démarche des financeurs et où on cherche effectivement de quoi développer, de quoi soutenir et pérenniser une entreprise de cette sorte.
Ça met bien en avant, en tout cas, ces différentes dimensions d'une valeur de ce type d'entreprise qui crée autre chose que du retour économique et des bénéfices pour les actionnaires, qui est très certainement la réponse, une des réponses les plus efficaces aux défis contemporains auxquels on est confronté, aux limites planétaires et sociales qu'on voit bien arriver. Et donc, avant de passer à la... Merci à tous les deux. Avant de passer à la deuxième question, on va s'attaquer un peu plus directement. J'ai un écho quand je parle. J'espère que vous ne l'entendez pas. S'il n'y a que moi, c'est très bien. Et c'est pas du tout grave. Donc, je voulais voir du côté des participants qui sont là très sagement et qui ont écouté avec beaucoup d'intérêt ces échanges, je pense, et qui pourront aller voir davantage sur le site de COP-Média ce qui s'y fait, ce qui s'y passe et lire les articles de Marek. Si vous avez des questions à leur poser ou si vous avez des commentaires qui sont liés à votre propre expérience, en fonction de ce que vous faites. J'imagine que si vous êtes là aujourd'hui, c'est vraisemblablement parce que vous vous sentez directement ou indirectement concerné par le sujet. Donc, n'hésitez pas dans le chat à poser vos questions par écrit et pour les membres du conseil d'orientation à prendre la parole, lever la main, poser vos questions, partager vos expériences pour qu'on continue à dialoguer sur ce sujet très riche et intéressant. Armelle, enfin, en tout cas, elle s'adresse plutôt peut-être à Lucie, mais une question dans le chat. Donc, pour illustrer les propos de Marek Hudon, pouvez-vous préciser quels sont les investisseurs et ou personnes morales sociétaires de COP-Média et quelles sont leurs attentes? Voilà, merci. Et merci Aurélie, on a une autre question dans le fil de discussion aussi. C'est COP-Média, encore une fois. J'aimerais en savoir un peu plus sur le modèle, notamment économique de COP-Média. Y a-t-il des salariés? Les médias membres payent-ils une cotisation? Peut-être que sur ces questions-là, comme ce n'est pas le sujet principal du webinaire, je renvoie, on a mis pas mal de liens dans le fil de discussion sur COP-Média, sur la chronique de Marek Hudon dans le soir, sur les chiffres clés aussi des SCOP et des SIC qui justement mettent en avant le taux de pérennité de ces entreprises. Donc peut-être, voilà, soit vous pouvez répondre, Lucie, de manière un peu rapide sur la question de qui sont les membres, et peut-être privilégier la question qui était effectivement dans le question-réponse et qu'Aurélie vient de formuler sur les investisseurs et les personnes morales sociétaires et leurs attentes. Ouais, je peux répondre rapidement sur les personnes aujourd'hui qui ont pris des parts sociales dans COP-Média. Donc, il y a beaucoup de personnes physiques, individus comme vous et moi. N'hésitez pas, d'ailleurs, si vous n'êtes pas sociétaire. Et après, côté structure de l'économie sociale et solidaire, dans ce qu'on peut considérer comme des investisseurs, en tout cas des personnes qui ont pris des parts de capital, des personnes morales. Donc, il y a la CGSCOP et peut-être d'ailleurs sur le pourquoi et qu'est-ce qu'ils en attendent. Je ne sais pas, Fatima, si tu veux en dire deux mots, mais il y a Enercop, il y a la NEF, il y a UpCop, il y a tout un tas de petites structures. Il y a Label Emmaüs. On a aussi Common, Télécop. Je pense que l'attente, elle est de... Là, sur ces premiers... Enfin, là, c'est vraiment du soutien au démarrage. Donc, il n'y a pas de toute façon, il n'y a pas de rémunération des parts sociales. Donc, entre guillemets, ils ne vont pas... il n'y a pas de pourcentage, enfin, voilà, il n'y a pas de retour sur investissement, comme on dit. En revanche, je pense que l'objectif, c'est que COP-Média puisse remplir son objet social, qu'on puisse avoir un modèle économique qui nous permette de remplir notre mission, de faire des ponts entre l'économie sociale et solidaire et les médias indépendants. Je pense que c'est des attentes sur le projet politique qu'on porte. Et voilà, c'est aussi, enfin, je veux pas dire ça dans un sens utilitariste, mais c'est aussi, je pense, la raison de ma présence ici, c'est que
Aujourd'hui, je sais que la CGSCOP nous a soutenus au démarrage. Quand j'ai des sollicitations des unions régionales ou quoi, je le sens aussi comme notre rôle de répondre à ça pour créer ces ponts-là, qui sont la raison pour laquelle on est allé voir ces acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, aujourd'hui, on a quelques structures comme ça qui ont fait le pari de nous soutenir. En revanche, on a encore pas mal de structures qui ont du mal à concevoir de soutenir des projets sans avoir de retour sur investissement et qui, du coup, proposent des financements, mais des financements sur lesquels il y a de l'argent qui nous coûte pas mal d'argent, en fait. Et c'est ça le problème, c'est qu'on a du mal à sortir de l'argent qui coûte de l'argent. Et donc voilà, donc qui sont les investisseurs? C'est voilà, des structures qui ont envie de nous porter et qui n'attendent pas de retour sur investissement monétaire en tout cas. Et sur la deuxième question, juste rapidement, hein, aujourd'hui on est en train d'augmenter la taille de l'équipe. En gros, à partir de cet été, on va être 4 salariés. Et les médias membres payent-ils une cotisation? Non, c'est pas une association, donc ils prennent des parts sociales, mais ils ne payent pas de cotisation. Et de toute façon, vu que, c'est pas des médias qu'on attend notre modèle économique par définition, vu que c'est eux qui sont censés être bénéficiaires. Mais peut-être, ouais, Fatima, sur le pourquoi. Je vais répondre, ouais, effectivement, parce que je ne peux pas écrire, Fatima, mais oui, il y a le temps, effectivement, de répondre à la question lancée par Lucie sur le soutien financier. Ouais, je voulais pas vous perturber dans le Du webinaire, tout. mais déjà, je peux juste conforter ce qu'a dit Lucie, hein. Il y avait vraiment cette dimension politique. Alors, pour ceux qui connaissent la CGSCOP de plus près, l'accompagnement qui est proposé, c'est essentiellement au travers d'un outillage et d'une expertise en termes d'accompagnement et de financement. Financement en prêt, en titre participatif. Là, il y a eu vraiment un choix politique, c'est-à-dire que derrière, on savait que COP Média était une vraie innovation sociale, qui, se positionnait, comme l'a dit Lucie, avec un enjeu sociétal très, très fort. Je ne sais plus le nombre de milliardaires que tu citais, mais moins de 10 qui, aujourd'hui, détiennent 90 du marché en fait de la presse et donc l'initiative, a été vraiment considérée comme un enjeu de société dans un contexte, qui est celui qu'on connaît, qui est malmené, bousculé par rapport, aux enjeux qu'on peut retrouver au travers de nos valeurs socles, hein, autour du partage de la valeur, du partage de la gouvernance et cetera. Donc il y a eu une volonté là, de se dire: «C'est une initiative innovante qui ne trouvera pas de financement», puisque le sujet, c'est le coût de l'innovation. On savait très bien, je corrobore complètement les propos de Lucie, hein, sur, notamment, les enjeux qui sont, poussés autour des financements de l'innovation sociale. Je dirais même, on peut aller un petit peu plus loin. Aujourd'hui, on a encore du mal à chiffrer le soutien, à l'économie sociale, même en dehors de l'innovation, à l'échelle française. Et aujourd'hui, y compris, quand, on nous présente, des chiffres, on a tendance à peu près à mettre, des choux et des carottes qui n'ont absolument rien à voir et donc la lisibilité est jamais facile. Donc pourquoi la CGSCOP? Tout simplement parce que, c'est un projet qui va au-delà d'un projet économique et qui a, cette dimension à la fois politique et surtout innovante et on espère bien que petit à petit, ça permettra, demain d'avoir des médias indépendants et si je peux me permettre, 1 minute de plus, Oui. COP Média, n'arrête pas d'être sollicité. Ça montre bien que ça répond à un besoin, y compris sur un projet, hein. Bon, ça a fait l'objet de la presse, donc je peux en parler, mais à un moment donné, il a été question d'un rachat, en fait, de Marianne, que vous connaissez tous. Mmh. Et dans la démarche, nous avons été plusieurs à nous dire: «Mais c'est vrai qu'on pourrait, toucher, du doigt ce type de médias
Bon, Cop Média est sur des médias qui sont moins importants aujourd'hui, mais demain, on espère que ça pourra être une réponse à des médias aussi importants que Marianne. Bon, le sujet, c'est pas fait pour plein de raisons, mais on voit bien, en tout cas, que sur le sujet des médias, c'est un sujet qui est au cœur de l'actualité et qui est au cœur de la démocratie. Et Ouais. rien que pour ça, chapeau en tout cas pour ce que fait Cop Média. Nous, on continuera à suivre de près. Je sais qu'on sera beaucoup. L'enjeu est de faire en sorte que ce ne soit pas que l'économie sociale qui, s'intéresse à Cop Média. On sait qu'il y a déjà quelques citoyens. Je ne sais pas si tu as des chiffres à nous partager, Lucie, mais on espère effectivement que ça touche, largement les citoyens et puis, pourquoi pas après demain, des grandes entreprises qui seraient, intéressées sur, notamment le sujet de la démocratie et là, ça peut aller bien au-delà d'économie sociale. Ouais, juste sur les chiffres et pour rebondir sur ce dernier sujet, aujourd'hui, on est à peu près à 2 000 sociétaires et on a levé, bon, ça dépend si c'est les chiffres selon les manifestants ou selon la police, mais en gros 650 000 €. Non, je dis ça parce qu'il y a plein de promesses, donc parfois on ne sait pas dans quelle mesure les promesses iront au bout, et cetera. Mais en gros, un peu moins, un peu plus que 650 000 €, donc c'est bien. Mais si déjà on arrive à toucher l'ESS, alors effectivement, ensuite ça pourra aller bien au-delà. Mais sur l'économie sociale et solidaire, on a quand même un enjeu à aller chercher déjà nos structures, entre guillemets, qui sont proches, quoi. Je fais un petit clin d'œil au secteur des mutuelles, par exemple. Mais comme ils ne sont pas là, je peux le faire sans problème. Mais voilà, qu'on a du mal à. Qui sont intéressés, mais qui ont du mal à passer à l'acte. Voilà. Et la part des sociétaires citoyens lambda, comme moi, comme toi, C'est largement majoritaire, hein, alors pas en termes de montant, mais comme dans une oui, SIC, une personne égale une voix. Mais bon, je sais pas, je vais dire au pif, hein, mais il doit y avoir peut-être 100 ou 150 personnes morales et le reste qui sont des personnes physiques. ouais, effectivement, c'est assez disproportionné. On repassera sur la question après, parce qu'en termes de gouvernance aussi, c'est compliqué d'avoir de telles différences entre les différents coopérateurs et sociétaires. Mais je crois qu'il y a une main levée. Oui, on a Oui, une question Armel, il y a de Pierre Pierre, je crois. Henriot. Oui, Pierre, Oui, vas-y. bonjour à toutes et à tous. Oui, je vais être court, mais je voulais apporter un témoignage qui me semble être au cœur du sujet, puisque on accompagne actuellement un projet de journal qui existe depuis une quarantaine d'années sur Montpellier, qui s'appelle la Gazette de Montpellier. Alors, mhm, je peux en parler d'autant plus facilement qu'ils ils ont fait l'objet d'un reportage la semaine dernière dans Carnet de campagne sur France Inter. Donc c'est public et enfin le sujet c'est comment garder ce journal indépendant après le départ à la retraite des fondateurs. Donc c'est un enjeu qui est assez fort. Et mon témoignage porte surtout sur la mesure de la valeur. Et donc on a co-animé il y a une quinzaine de jours une réunion publique avec notamment des gens qui seraient intéressés pour devenir sociétaires, hein, plutôt des lecteurs, et qui ont témoigné. Et je trouve que dans leur témoignage, il y avait la vraie valeur du journal, c'est-à-dire ils nous expliquaient pourquoi ils étaient prêts à d'acheter au moins une part. La part, il faut savoir qu'elle est à 1 000 euros, donc c'est pas un petit oui, investissement. mhm, Et donc, je trouve qu'on pourrait mesurer en fait la valeur qu'ils accordent au journal en fonction du montant qu'ils y mettent. Et quand la question leur était posée, pourquoi ils étaient prêts à prendre des parts dans ce journal, en fait, il y a plein de choses qui sont ressorties, comme du lien social, comme l'attachement à la ville, comme on avait à la fois des nouveaux habitants de Montpellier dont le journal a facilité l'intégration, des anciens qui se sentent appartenir à une communauté, à une culture. Enfin, ça crée du lien, ça fait vivre aussi la culture parce qu'ils ont un agenda. Mais il y a eu plein de témoignages assez divers, mais tous, en tout cas, enfin, le dénominateur de tous les témoignages, c'était la valeur qu'ils accordaient au journal. Et cette valeur mhm. était vraiment protéiforme, qui va se traduire derrière par une prise de capital. Mais je trouve que là, on est au cœur du sujet. Et la force, en tout cas,
sur le secteur des médias, c'est la force aussi économique, c'est les lecteurs et le nombre qu'ils font, mais c'est le cas aussi pour Enercop avec le nombre de clients qui fait qu'on peut avoir des levées de capitaux assez élevées et finalement c'est assez bien, enfin la société coopérative en tout cas, puisque c'est celle qu'on porte, est assez bien adaptée pour ce type d'activité pour lever ces fonds-là, quoi. Voilà, je vais pas être plus long, mais en tout cas, il y a, bon, c'est pas fait, hein, ce projet. Bon, ils sont entrés en contact avec Cop Media, mais en tout cas, on voit bien enfin, on voit bien la valeur que ça apporte sur un territoire comme une ville comme Montpellier, quoi. Merci Merci Pierre. beaucoup. Voilà, merci. Il y a une autre question qui est apparue dans le Q&R. Alors, je ne sais pas, à vous de voir si on la traitera après dans la deuxième partie du webinaire. Y a-t-il un modèle de développement type des early adopters du monde de l'ESS avant de réussir à toucher d'abord des structures de l'ESS, puis des personnes morales plus classiques? Nous vous avons mis dans le chat, dans le fil de discussion, le lien vers la Gazette de Montpellier que tout le monde ne connaît pas. Quand on n'habite pas à Montpellier, généralement, on ne la lit pas. Et juste pour préciser que Pierre Henriot est le directeur de l'Union régionale des sociétés coopératives, donc qui porte Alter Incube et Alter Lab, côté Méditerranée de l'Occitanie. Voilà, Armel, je te redonne la parole, voir si cette question peut être traitée maintenant ou plus tard. Est-ce que tu peux la reposer? Parce que par contre, je ne la vois pas dans le fil de conversation Alors, à l'écrit. c'est dans le Q et R que les personnes privilégient en fait pour poser leurs questions. Je n'y ai pas accès. Y a-t-il un modèle de développement type des early adopters du monde de l'ESS avant de réussir à toucher des personnes morales plus classiques? Peut-être que c'est une question plus pour Marek, je ne sais pas. Voilà, sachant que là, il est 17h05, donc on avait plutôt prévu une réponse de la part de Lucie et Marek par rapport à ce qui a pu être déjà dit. Voilà, à vous de voir. Oui, moi, je n'ai pas d'opinion personnelle, mais c'est vrai qu'il me semble que ça serait peut-être plus pertinent sur la seconde partie. On parlera plus des modes de financement, des financeurs, des types de financeurs et des types de financement. Mais là, en fait, merci beaucoup Pierre pour le partage, qui est une autre illustration en fait de ce que les investisseurs, qu'ils soient citoyens ou entreprises ou quelle que soit l'entité qui apporte le mode de financement, n'ont pas du tout le même moteur. En fait, c'est vraiment un reflet de ce que ces entreprises qui font quelque chose de socialement innovant et qui créent de la valeur, on voit bien qu'on est chez les investisseurs et chez les financeurs, quels qu'ils soient, sur un moteur qui prend tout ça en compte. Effectivement, on n'investit pas pour un retour immédiat et monétaire. On ne prend pas des actions comme on les prendrait dans une autre entreprise. C'est pas l'objet. Et donc ça, c'est intéressant et ça questionne aussi parce que c'est pas un mode de financement classique. On est parfois pas très loin du don. Lucie, on va pouvoir en parler, de la différence entre un financement d'un citoyen qui prend des parts dans la COP et qui effectivement soutient plus un projet pour ce que ça lui apporte en termes de valeur. Et là, on est un peu dans du subjectif aussi, et qui n'est peut-être pas exactement le même moteur et qui n'a pas la même motivation qu'une fondation ou une autre entreprise, un autre financeur qui serait une personne morale et qui apporte un peu d'autres complications. Donc, par exemple, Cop Media, levée de fonds. J'imagine que vous avez sondé un peu et regardé, parce que Marek précisait que dans l'innovation sociale, très souvent, on pense création de valeur très proche du bien commun, et donc immédiatement, on se dit financement public. Or, financement public, qu'est-ce qu'il y avait de possible? Est-ce que ça existe? Et si ce n'est pas financement public, financement privé classique, qu'est-ce qui vous a amené finalement, après je sais pas, une étude de marché, un rapide tour d'horizon, à ce choix du financement participatif? Alors,
on n'a pas vraiment fait d'études de marché, hein, ne serait-ce que parce qu'on a monté le projet avec quelqu'un qui avait déjà pas mal d'expérience dans le montage de coopératives et qui connaît assez bien les systèmes de financement. Du côté du public, à ma connaissance, il n'y avait rien de possible. Pas en phase, en tout cas, de création comme ça. Et en fait, la difficulté qu'on a eue, c'est qu'on aurait pu trouver des financements côté privé si on avait été une association, ce qu'on n'était pas. Et on ne pouvait pas être une association si on voulait faire notre modèle de lever des fonds en capitaux, etc. Donc, en fait, il y avait très peu d'aides disponibles pour nous. Côté public, il n'y avait rien. Et côté privé, étant donné qu'on était une SIC SA, soit il n'y avait rien, soit à des taux où, en vrai, s'engager dans un projet avec un prix de l'argent aussi élevé, ça nous semblait être super dangereux. Du coup, la conséquence, c'était faire appel, ouvrir le capital, faire des levées de fonds en capital et se financer comme ça sur les premières années du projet, en essayant le plus rapidement possible de dégager du chiffre d'affaires pour ne pas trop manger le capital. Mais c'est sûr que, mais je crois que je connais moins l'histoire ancienne des NERCOP. J'y suis entre guillemets que depuis 7 ans. Mais Enercop, par exemple, a fonctionné sur ses levées de fonds pendant très longtemps parce que des financements sur des structures sous forme de SIC SA, il y en a très peu. Donc, Ouais. Et Marek, est-ce que de l'autre côté de la frontière, en Belgique ou même dans d'autres pays européens, vous avez connaissance de types de financement public, là, pour le coup, peut-être, hein, qui sont dédiés à cette phase d'émergence? Parce que là, on parle de la phase d'émergence et Lucie, après, on reviendra peut-être sur les développements futurs et comment vous envisagez l'avenir. En effet, il y a, bon, après, derrière le SS ou nous on appelle l'économie sociale, il y a des structures organisationnelles très différentes. On parle beaucoup des coopératives, mais en fait, quand on regarde sur le volume, en Belgique, les associations sont beaucoup plus larges en fait en termes de nombre d'organisations que les coopératives. Et selon la structure, en fait, il y a des sources de financement qui varient très, très fort. Et ça, on le voit aussi au niveau européen, où en fait les structures organisationnelles de l'ESS, et même encore si on élargit à l'innovation sociale encore plus, sont très différentes. On parle en fait en général d'un mélange financier, financing mix, hein, donc qui va faire ce mélange entre le public et le privé. Le public, on voit, est en fait assez largement au niveau européen, c'est une échelle assez locale. Alors, on n'est peut-être pas dans la collectivité locale, comme vous dites, mais dans les régions, en fait. Hein, ce qui se passe en France, ça se passe chez nous aussi. En fait, une bonne partie du financement de l'ESS, elle est fait au niveau régional, dans d'autres pays européens aussi. Et puis, ça peut être avec d'autres outils qui sont plus des outils de l'ordre du fédéral ou de la structure au niveau de l'État. Et puis, avec aujourd'hui des modèles qui sont de plus en plus hybrides entre les deux aussi. Hein. Alors, on peut penser au Social Impact Bond, hein, donc là où on voit vraiment qu'il peut y avoir un lien, ou à partir du moment où du coup un investisseur met un objectif et cet objectif est atteint, alors il y a des avantages qui sont donnés ou des financements qui sont donnés. Hein, donc En quelques mots, peut-être, Marek, le Social Impact Bond pour les personnes qui ne seraient pas hyper familières des cibles. Oui. Et donc l'idée, c'est de se dire, voilà, je vais investir ou donner de l'argent, à condition que avec en fait une certaine, je ne suis pas non plus un expert, hein, donc, mais avec un certain objectif, certaines finalités, réduction par exemple du chômage, création d'emplois par exemple, ou d'autres finalités sociales, environnementales, et en fait ça permet du coup de libérer des financements supplémentaires. Et pour la personne qui investit avec une finalité sociale, de se dire qu'en fait, on essaye de garantir encore plus le fait qu'il y ait un vrai impact sociétal, en fait, de créer des incitants ou des alignements en fait
entre les différents acteurs, les investisseurs, les acteurs aussi. Et donc là, on voit aussi avec quelquefois les limites de ces modèles d'hybridité, comme les limites des partenariats publics-privés. Mais ce que je veux dire, c'est le fait qu'on a aujourd'hui de plus en plus quelque chose qui est de l'ordre du continu, entre quelque chose qui est purement public, à l'inverse, quelque chose qui est purement privé à but commercial, et aujourd'hui, une continuité gigantesque dans le privé, entre le privé philanthropique, où je donne mon argent, un don, et puis je ne veux plus savoir, et aujourd'hui, l'arrivée de plein d'acteurs qui s'intéressent petit à petit même au fait que oui, je donne mon argent, je ne veux pas de rentabilité, mais je veux que l'organisation soit indépendante dans 1 an, 2 ans, 3 ans. On peut appeler ça le venture philanthropie. On a une fâcheuse tendance d'utiliser des mots en anglais en Belgique, je suis désolé. Mais, et puis d'autres qui sont à ce moment-là avec ce à quoi je crois le plus, en fait, pour une fois prendre un peu plus position, c'est justement plus un dialogue sur l'horizon d'investissement. Et là, ça fait peut-être écho avec ce que disait Lucie aussi, même si elle n'a pas dit ça, mais elle aborde un petit peu. C'est le fait que dans des modèles d'innovation sociale, un modèle de SS aussi, si la rentabilité, elle est clairement, la plupart du temps, en dessous de la rentabilité du marché, clairement. S'il y a déjà couverture des coûts, c'est déjà pas mal, on va dire. Et qu'à ce moment-là, ce qu'on voit chez les incubateurs, en tout cas en Belgique, c'est que quand il y a une arrivée à l'équilibre financier, elle prend 2 fois plus ou 3 fois plus de temps qu'une entreprise traditionnelle. C'est plus compliqué quand on rajoute des finalités non économiques aux finalités économiques. Et donc, c'est une discussion sur combien de temps je suis prêt à accepter, moi, en tant qu'investisseur, pour soit avoir un niveau de rentabilité, même s'il est petit, mais quand même avoir un petit niveau de rentabilité, et c'est peut-être pas 5 ans, mais 10 ans ou 15 ans, ou quelque chose qui est sur ça. Et donc là, dans ce continuum, c'est vers ça aussi qu'on va, et on voit en fait des modèles émergents d'innovation sociale, d'entreprise sociale, qui peuvent du coup élargir leur assiette de financement plus largement que le financement public traditionnel ou le financement de fondations, plus largement que ce qu'on appelle la finance à impact, pour pas oser dire la finance durable, qui quelquefois ont des niveaux de rentabilité qui ne sont pas des moindres, mais quelque chose qui est de l'ordre en fait de l'entre-deux, où là il y a peut-être moyen de trouver des sources de financement complémentaires. J'espère que je suis compréhensible. Oui, sinon il y aura des questions qui vont arriver à l'oral ou à l'écrit. Lucie, pour revenir sur COP Média, du coup, et rebondir sur ce que Marek disait, là, il y a déjà une hybridation des financements, un mélange de financement citoyen, de financement d'origine privée. Il n'y a pas du tout de financement public, visiblement. Donc ça, c'est la phase d'émergence, de création de COP Média. Comment est-ce que vous envisagez, quelles sont les pistes et les écueils à dépasser pour stabiliser le projet et le développer davantage, sachant qu'effectivement, dès le début, ce qui a été posé, c'est que le secteur de la presse, c'est pas un secteur hyper rentable. En vrai, nous, notre modèle, il repose sur le fait de continuer à lever des fonds. Donc, en gros, nos perspectives, c'est d'amplifier nos campagnes de levée de fonds. En revanche, ce qui va être très, très compliqué, c'est si on n'arrive pas à mobiliser ce secteur des investisseurs, entre guillemets, institutionnels sur des montants importants. Je pense que si au bout de 2-3 ans, on n'arrive pas à faire le déclic, d'aller embarquer, je ne les citerai pas, mais des gros acteurs de l'économie sociale et solidaire sur des montants vraiment importants, parce qu'on le voit bien dans le secteur des médias, ça fait peur quand on le dit, mais les montants investis de l'autre côté de la barrière sont complètement délirants. Donc, si à échéance, 4-5 ans, on n'est pas, nous, côté COP Média, sur des levées de fonds. Nous, on a misé sur le fait d'atteindre 10 millions de levées de fonds.
à 4-5 ans. Si on n'y arrive pas, bon, déjà, notre modèle économique aura du mal à tenir. Et puis, ça voudra dire qu'on aura raté une partie du deal, qui est aussi enfin, parce qu'on ne lèvera pas, je ne pense pas qu'on arrivera à lever 10 millions auprès de particuliers et à coût de entre guillemets, tickets, petits tickets, entre guillemets, chez les acteurs que je vous citais tout à l'heure. Nous, on avait en tête de mixer ça avec effectivement des levées de fonds institutionnelles beaucoup plus importantes et sur lesquelles on travaille aujourd'hui. Et aujourd'hui, on continue à miser sur le fait qu'on va y arriver et qu'on y arrivera avec des outils qui ne répondent pas aux logiques classiques de marché de rentabilité. Mais si demain, on n'arrive pas à convaincre là-dessus et qu'on ne trouve pas d'argent qui ne demande pas de retour sur investissement, peut-être qu'on devra s'ouvrir à d'autres types d'outils économiques. Moi, ce n'est pas mon souhait, mais des titres participatifs rémunérés. Mais voilà, ce ne serait pas mon souhait, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, la plupart des gros acteurs économiques nous disent on n'a pas de ligne dans nos financements, dans nos outils de financement de vos types d'initiatives, on n'a pas de ligne pour des investissements à 0%. Et le plus gros frein, à votre avis, à tous les deux, chez ces investisseurs institutionnels, est-ce que c'est essentiellement l'absence de retour financier suffisamment important? Est-ce que c'est le risque? Qu'est-ce qui serait, Marek, je vois que la tête balance, pas seulement. My two cents, mais mon intuition, ça serait à la fois, ça dépend lesquels, ou c'est peut-être une conjonction des deux, ça peut être pour certains la question d'absence, peut-être même psychologique, hein, quelquefois, donc une petite rentabilité, même si en fait en taux réel, quand on enlève l'inflation, elle est négative, mais des quelques projets que je suis, ben, je sais que c'est quelque chose qui chipote, comme on dirait, ou qui traîne dans les esprits. Donc, c'est du belge, voilà, il fallait que je la place. mais donc, ça, je pense que c'est un débat compliqué, hein, en Belgique aussi, hein, sur, en effet, la rentabilité des dividendes, ou le fait qu'on va augmenter la valeur des parts. Tout ça, c'est évidemment des débats compliqués qui sont un peu minés idéologiquement aussi. Ça, c'est un premier élément. Mais aussi, en fait, si on se dit que en fait, l'ADN ou la base d'un investisseur traditionnel, conventionnel, capitaliste va être un rendement risque, un ratio risque-rendement, hein, risk-return comme on dit, en fait, bah, même si on quitte clairement le monde de l'investissement traditionnel, en fait, si on fait le lien avec la première partie du webinaire, c'est-à-dire qu'on essaye de bien montrer quelle va être la valeur et donc en fait que le rendement, Oui. ben, en fait, il est peut-être un rendement sociétal et qu'on arrive à bien le documenter, parce que la difficulté, c'est de documenter cet impact sociétal et de dépasser en fait la mission, hein, en disant ben voilà ce qu'on essaye de faire, c'est bien, mais en plus, si on arrive à montrer son additionnalité, si on arrive à être très clair, à documenter avec des exemples, avec du concret, ne veut pas toujours dire du quantitatif, hein, mais ça peut être du Tout à fait. Ouais. ben là, je pense que ça marche mieux. Quand, même si quand on arrive à dire, vous savez, grâce à ça, on réussit, ça, sinon ça ne se serait pas passé, ben là, déjà, il va y avoir, à mon avis, une ouverture un petit peu plus importante. Ouais, on en revient effectivement à ces preuves de la mesure sociale qui n'est pas que quantitative mais qualitative. Est-ce que néanmoins ça peut suffire? C'est pas sûr du tout. C'est un peu inquiétant effectivement. Qu'est-ce que vous auriez comme, je sais pas, quel est le conseil à donner à Cop Media justement sur la manière de s'y prendre? Ça, c'est vache comme question, je suis d'accord. Non, mais je me pose aussi la question par rapport au choix de la SIC. On a fait le lien aussi avec ce côté justement de création de valeur sociale qui généralement relève plutôt de la puissance publique et beaucoup de l'économie sociale et solidaire.
mais qui est un petit peu décalé. Quel pourrait être le rôle, par exemple, des pouvoirs publics, des autorités locales, peut-être pas en financement direct, mais en caution morale, en soutien, en engagement politique, est-ce que ça peut changer la donne? Est-ce que ça peut aider, en plus de ces preuves matérielles, comme quoi c'est un modèle intéressant qui donne des résultats qui sont concrets, tangibles, et est-ce qu'il y a des exemples qui existent? Alors, juste pour compléter la réponse de Marek juste avant, hein, Oui. je pense qu'il y a aussi effectivement une espèce de barrière psychologique parfois. Et dans le barrière psychologique, je pense que dans les grosses organisations, il y a aussi que ça n'existe pas, quoi. Donc, c'est pas dans leur thèse d'investissement, il n'y a pas de ligne. Et s'il n'y a pas de ligne, bah, ce n'est pas possible. Et parfois, il y a tout un travail aussi d'acculturation de ces structures-là. Enfin, et là, je pense qu'il y a toute la place à prendre pour des structures comme la CGScope, par exemple. De faire de l'acculturation, de parler de ces modèles-là, d'expliquer que c'est possible. Enfin, nous, je sais que, alors ça, c'est côté Enercop, mais on le voit même là encore dans Cop Média, par exemple. Enfin, le principal, un des objets de la SIC qui rend cet outil intéressant, c'est que c'est un outil dans lequel des collectivités locales peuvent prendre des parts sociales. Et oui, justement. On a fait tout un travail côté Enercop, par exemple. Il y a eu tout un travail avec des petites plaquettes, des trucs pour dire vous pouvez investir, vous pouvez prendre des parts, c'est autorisé par la loi, ça se passe comme ça. On a produit des exemples de délib. Bon, c'est une énergie de dingue, hein, mais c'est aussi faire de l'éducation autour de nous. Ouais, c'est une piste vachement intéressante et je pense utile, effectivement. Le rôle de la CGScope et des URSCOP dans les milieux qu'ils fréquentent, etc., c'est aussi ça, c'est de l'acculturation aux autres. Et en fait, il y a plein de structures qui le font pas parce que petit A, trop compliqué, petit 2, ça n'existe pas dans leur ligne, petit 3, sont même pas au courant qu'elles peuvent le faire. Donc, c'est aussi d'aller faire ce travail qui est un peu épuisant, hein, mais qui consiste à aller convaincre les juristes. Ah ouais, mais les juristes, ils nous ont dit que c'était pas possible. Et bien là, tu prends ta barque et puis tu vas voir les services juridiques. Et bon, là, c'est galère, hein, mais ça arrive aussi, des politiques, des élus qui disent « Ah ouais, super, on y va ». Et puis ensuite, « Ah ouais, mais alors mes équipes, parce que ça ne rentre pas dans les cases ». Dans les cases actuelles. Ouais, il y a effectivement… Donc, on a encore un gros boulot d'innovation à faire dans le paysage du financement, qui est effectivement aujourd'hui très cadré par un modèle essentiellement capitaliste et éducation, acculturation, formation. Donc, Marek dans les universités aussi, du coup, auprès des gestionnaires, des économistes, les juristes de l'autre côté de la barrière. Mais c'est vrai qu'il y a effectivement tout un écosystème et c'est long. C'est compliqué, c'est long, il faut prendre son bâton de pèlerin. Donc, j'espère que Cop Média va survivre assez longtemps pour voir le changement, surtout. Non, mais je suis d'accord sur le truc d'apporter des preuves, hein, c'est hyper important et nous, là, on en est là. Mais en fait, le problème, c'est que nous, à Cop Média, par exemple, on est hyper confrontés à ça. C'est-à-dire, à la fois, on met beaucoup d'énergie pour aller chercher des fonds. Et en même temps, il faut mettre beaucoup d'énergie pour faire des choses, pour ensuite montrer à quoi vont servir à faire des fonds. Mais du coup, en fait, ce truc de devoir apporter la preuve, c'est comme les projets européens, par exemple. Les projets européens, c'est super, il y a plein de fonds, mais le temps que ça prend à faire du reporting pour aller raconter ce qu'on en a fait, ça prend quasiment autant de temps que de faire le truc qu'on a dit qu'on ferait. Vous prêchez une convaincue. Et on demande pas forcément les mêmes preuves à des entreprises classiques à qui on donne 3 indicateurs et tant que ça rentre dans les cases et qui… Donc, bon, il y a aussi le truc de… parfois, quand on te dit « Oui, mais combien de personnes t'as touché ?» et que, moi, je veux dire, j'ai bossé sur des projets européens où tu es là, alors oui, si on compte ceux qui ont reçu la newsletter, ceux qui l'ont transféré, et là, tu gonfles des chiffres parce qu'en fait, on te demande des choses… À mon avis, les indicateurs sont aussi à retravailler, quoi. Oui, sur tous les projets globalement dans le secteur du social et de l'emploi, on va dire, mais alors principalement, vraiment, vraiment très, très fort
dans le domaine de l'innovation sociale. Ça fait le lien un peu avec le webinaire précédent où Nadine Richesse-Battesti parlait de la doxa de l'évaluation et qui disait c'est quand même presque un paradoxe de demander à un projet qui innove, donc qui par définition, oui, se pose des objectifs, mais doit rester ouvert à ce qui va se passer et peut-être changer, peut-être qu'il y a des choses qui vont se passer qui créent des résultats qui sont finalement plus intéressants et plus opportuns que ce qu'on avait prévu au départ. Enfin, c'est vraiment tout le cas de l'expérimentation qu'on accepte totalement dans le domaine économique et technologique. D'ailleurs, l'expérimentation, c'est vraiment ce mode de pensée très ouvert aussi. Et donc, se poser d'entrée de jeu des indicateurs chiffrés, quantifiés, alors qu'on est dans un champ expérimental et que, par définition, on n'est pas sûr d'y arriver et qu'on ne sait pas si on arrivera exactement à ce qu'on avait visé, à autre chose qui est peut-être très bien aussi, c'est un peu contradictoire. Donc, c'est vrai que là, on cumule un peu les difficultés et qu'il faut beaucoup de... C'est Fatima qui l'a prononcé le mot, mais c'est de l'engagement politique. Il y a une vraie foi derrière sur des projets qui ont de la valeur, qui ont du sens. On revient au mot valeur, mais au sens peut-être, je ne sais pas, noble du mot. Je regarde l'heure parce que je sais que Marek a un train à prendre et je ne voudrais pas vous faire rater votre train. Donc, je voulais poser une question peut-être rapidement. Je ne sais pas trop si on a le temps avant d'ouvrir le champ. J'ai parfois les mots qui arrivent en anglais, c'est pas très bien non plus, aux participants. Mais juste un retour rapide de la part de Lucie sur la difficulté peut-être justement de gérer des financeurs aussi divers que Madame Dupont à Montpellier et puis parmi les autres financeurs institutionnels, en termes de gouvernance dans une coopérative, c'est effectivement une voie, la même. Donc, c'est compliqué aussi, j'imagine. Il n'y a pas les mêmes attentes, il n'y a pas les mêmes intérêts. Pour l'instant, c'est compliqué parce que du coup, il y a beaucoup de gens qui nous posent des questions, qui se renseignent, etc. Après, de fait, des gens qui ont envie de s'investir, enfin pour l'instant en tout cas, personne ne nous demande des comptes sur les prises de capital, sur les prises de parts sociales. Donc voilà, après là on est en pleine élection de notre conseil d'administration, donc je pense que la question viendra plus notamment une fois qu'on aura un conseil d'administration pour sur l'administration de la coopérative avec des comptes à rendre au conseil d'administration, puis ensuite le conseil d'administration à son assemblée générale. Pour l'instant, ça ne pose pas de sujet autre que, oui, effectivement, il y a, là, on a une quarantaine de candidatures pour le conseil d'administration pour 10 places. Donc, voilà, ça s'organise un peu. Il faut organiser un processus un petit peu ouvert. Faut expliquer comment ça marche un conseil d'administration pour que les gens puissent candidater ou pas. Voilà, mais on n'a pas trop d'attentes. Oui, ça ne s'est pas encore manifesté, puisque peut-être que la gouvernance n'est pas encore vraiment installée. On est dans la phase d'émergence, de bouillonnement de départ. Ok. Et Marek, il y avait une intervention, j'ai cru qu'il y avait un mouvement et une envie de prendre la parole, et puis après on va laisser les participants vous bombarder de questions ou partager leurs expériences. Non, peut-être une envie, c'est un grand mot, mais en fait, une réaction par rapport, en effet, au rôle de l'État qui est pas uniquement, sans doute, un soutien, mais aussi une interdiction, quelquefois. En fait, le problème, souvent, c'est quand les innovations sociales ou le monde de l'ESS est bloqué par des pratiques qui n'ont pas de sens d'un point de vue social, d'un point de vue environnemental, qui perdurent beaucoup trop longtemps et qui ne laissent pas la place, du coup, pour l'émergence d'innovations sociales et qui rendent en fait cette émergence complètement obsolète ou complètement impossible en fait à partir du moment où en fait on a une mise en concurrence beaucoup plus large des entreprises sociales avec les entreprises traditionnelles. Évidemment, tant qu'il n'y a pas
de sortie assez claire ou de direction assez claire qui est donnée par les pouvoirs publics sur, on pense aux énergies fossiles, mais il y a d'autres exemples. En fait, c'est très compliqué d'avoir des alternatives énergétiques qui peuvent tenir la route. Et peut-être deuxième élément, c'est simplement les marchés publics. Là où il y a beaucoup d'argent qui est dépensé aussi, c'est par exemple des marchés publics, des appels à projets. Si on avait des critères qui favorisaient les acteurs vertueux ou les acteurs de l'ESS ou les acteurs comme on veut, il y aurait déjà, et ce qui a tout son sens quand on voit ne fût-ce que d'un point de vue purement économique, le retour en fait. Du coup, ça aurait beaucoup de sens aussi d'avoir des clauses qui incluent justement ces dimensions-là, pour que dans des calculs qui sont faits pour les décisions ou dans des modes de décision, on puisse valoriser ou donner un coup de pouce à ces acteurs-là. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est une autre piste intéressante parmi celles qui ont été évoquées sur comment on peut un petit peu modifier ce paysage financier pour qu'il soit plus favorable au soutien de ce type d'entrepreneuriat socialement innovant. Après, peut-être que pour en revenir au point de Lucie sur l'acculturation, la formation, la sensibilisation, il faut que les gens qui travaillent sur les marchés publics, qui rédigent les marchés publics, soient aussi formés, conscients de ce type de valeurs et des critères, de la manière dont on peut les intégrer. Donc, je sais qu'il y a pas mal de travaux qui sont en cours là-dessus. Je pense que c'est quelque chose qui peut effectivement être intéressant pour que des entreprises telles que COP Média et d'autres puissent accéder au marché public de façon équitable, ou je ne sais pas si c'est équitable ou égalitaire avec les autres entreprises, mais en tout cas qu'il y ait un bonus accordé à cette valeur qui est créée, qui ne le sera pas par d'autres entreprises d'un modèle plus classique. Donc, il y a des pistes à suivre et il y a des travaux de recherche et des sujets de thèse à lancer, Monsieur Hudon, parmi vos étudiants. Je vais peut-être me tourner vers tous nos participants, ceux du conseil d'administration, à moins que Lucie ou Marek, vous ayez une chose rapide à ajouter. Sinon, dans la salle virtuelle, dans notre grande salle virtuelle, est-ce que quelqu'un veut intervenir, partager son expérience de nouveau ou questionner Lucie et Marek, ou on ne sait jamais, à une solution de financement qui répond incroyablement bien aux besoins de COP Média? Alors Armel, il y a une question dans le question-réponse, donc de Nathalie Magne. COP Média a fait le choix de ne pas avoir de collège de vote. C'est plutôt rare à ma connaissance dans les SIC. Est-ce que cela a créé des débats? Donc ça, c'est la dernière question. Et je vous répète la question qu'on avait un peu reportée éventuellement à cette partie, qui était: y a-t-il un modèle de développement type des early adopters du monde de l'ESS avant de réussir à toucher des personnes morales plus classiques, entre guillemets? Et peut-être, merci Aurélie, juste comme les deux questions concernent quand même plus COP Média, Oui. et que Marek a un train à prendre, peut-être qu'on peut le remercier, le saluer dès maintenant, comme ça il est sûr d'arriver à l'heure à son train, à moins qu'il ait envie Sans courir. d'apporter quelque chose tout de suite par rapport à ces deux questions. Non, mais c'est très bien. Mais merci beaucoup pour votre invitation et pour la qualité de la modération, Armel, et de l'organisation. Et bravo à COP Média aussi pour tout le travail. En tant que lecteur de la presse, on se rend compte chaque jour à quel point des acteurs comme ça sont importants. Donc, merci. Merci beaucoup, Marek. C'était très intéressant aussi d'avoir ces échanges et ce regard universitaire. Et il y a plein de choses à faire du coup en rentrant à l'ULB maintenant. Et à bientôt peut-être à Bruxelles. Oui, merci. Bonne journée. Bon retour. Lucie, sous le feu des projecteurs. Et des questions. Du coup, sur la question des catégories collège, oui, ça a évidemment provoqué des débats. Plutôt entre nous, quand on a écrit les statuts, du coup, on n'a pas tellement ouvert ce débat-là.
Que dire, en gros, je ne sais pas si tout le monde est au fait de cette histoire Non. catégorique. En gros, dans une SIC, il y a des catégories, toute SIC a des catégories. C'est en gros là où on range les sociétaires en fonction de leur rapport au projet. C'est une catégorie de sociétaires. Donc, par exemple, il y a une catégorie de salariés qui est obligatoire, c'est là où sont rangés les salariés. Il y a les catégories des bénéficiaires, qui est aussi une catégorie obligatoire. Nous, c'est les médias. Et ensuite, il y a obligatoirement une catégorie en plus ou plusieurs. Il faut minimum 3 catégories. Donc, nous, on a des porteurs, on a des partenaires et on a les soutiens. Donc, voilà. Et les collèges, donc les catégories n'ont, entre guillemets, de réalité qu'au moment où il y a des élections au conseil d'administration, puisque en général, ça permet dans les statuts de dire le CA est composé de tant de sièges issus de telle catégorie, tant de sièges issus de telle catégorie. Mais à part ça, il n'y a pas de réalité, je crois, autre, d'autres moments où cette histoire de catégorie compte. Et l'autre concept qui vient s'ajouter à celui de catégorie et qu'on peut mettre ou qu'on peut ne pas mettre, c'est celui des collèges. Et le collège permet, au niveau de l'Assemblée générale, de pondérer le vote des catégories. C'est-à-dire que si on instaure un collège, par exemple, je vais prendre l'exemple des NERCOP parce que c'est celui que je connais et qu'ils ont des collèges, il y a un collège partenaire et collectivité qui a, je vais dire au pif parce que je n'ai plus les chiffres en tête, je crois 15% de vote à l'Assemblée générale. Le collège des salariés, il a 20% de vote, je crois, à l'Assemblée générale, ou 15% aussi. D'accord. Et donc, ça permet de pondérer ça, alors que sans ça, entre guillemets, les salariés, il y en a 150, donc voilà, les consommateurs, il y en a 20 000. Donc, Oui. entre guillemets, les pro-collèges disent ça permet d'éviter qu'il y ait une catégorie qui soit surreprésentée au moment des votes. Et les anti-collèges disent oui, mais du coup, ça annule un peu le concept d'une personne égale une voix. Puisque, du coup, entre guillemets, il peut y avoir par exemple, des collèges remplis de beaucoup de monde qui ont un faible pourcentage de voix à l'Assemblée générale, et au contraire, des collèges remplis de 5 personnes qui ont, je crois, maximum 49% des voix à l'Assemblée générale. Donc voilà, nous, on a aussi voulu innover là-dedans parce que je crois qu'il y a très peu de SIC qui n'ont pas de collège. Et on s'est dit qu'on allait faire confiance à la démocratie et une personne et une voix. Après, je ne sais pas, peut-être qu'on verra à l'usage que ce n'est pas gérable et dans ce cas-là, peut-être qu'on changera les statuts. Mais voilà. Très bien. Alors, je ne sais pas si la personne qui avait posé la question est satisfaite, mais je pense que la réponse était claire. Et effectivement, on se reverra peut-être pour voir si ça a posé problème par la suite. Et la seconde question qui était déjà posée au départ et qui est reposée maintenant, à laquelle en fait vous avez déjà un tout petit peu répondu. Si la question est générale et sur tout secteur, ça va être plus compliqué. Mais donc quand on est un early adopter, quand on est innovant dans le secteur de l'ESS, en fait, avant d'arriver sur les financeurs institutionnels, est-ce qu'il y a un espèce de mode d'emploi et par quoi et par qui on commence? Si j'ai bien compris la question. Alors là, si quelqu'un a la réponse, je suis… Non, mais enfin, moi, c'est ce que je conseille à tout le monde et que nous, on essaye de faire, hein, mais c'est d'aller voir déjà les amis. Et une fois qu'on déclenche les amis, on peut espérer avoir une réaction un peu en domino, quoi. Nous, là, par exemple, on a eu la confirmation que le groupe UP allait prendre des parts sociales dans notre coopérative. Pour nous, la CGScope et UP, le groupe UP, ça peut être potentiellement des tombeurs de dominos. Et du coup, c'est d'aller essayer de voir les proches et de les convaincre en se disant que ça peut permettre ensuite d'aller en convaincre d'autres. Mais voilà, j'ai pas de réponse à cette question. Ouais. Il faut effectivement qu'il y ait de la confiance et de la confiance a priori sur un projet un peu à risque. Donc oui, le cercle proche et puis ensuite les utiliser un peu comme ambassadeurs en fait
pour C'est ça. aller à leur tour faire l'effet boule de neige et porter la bonne parole et ramener en retour d'autres investisseurs. Ouais. Je ne sais pas effectivement s'il y a un modèle classique et standard, je ne suis pas certaine. Je pense qu'il y a certains projets de ce type-là, ce que moi je peux voir au niveau européen et qui est très particulier, c'est qu'on peut démarrer aussi avec une subvention. Voilà, sur une idée de départ, ça dépend du projet. Le gros risque après, c'est quid de la fin du projet, qui généralement dure 3 ans, et qui fait que si on a vraiment un projet entrepreneurial, se baser uniquement sur une subvention pour démarrer, c'est un petit peu risqué et on arrive vite au sujet de la combinaison et de l'hybridation des financements pour être pérenne, hein, pour être durable, parce qu'on ne peut pas travailler, on est quand même sur un modèle économique là dans l'entrepreneuriat uniquement sur base de subventions. Mais ça peut être intéressant au début pour tester l'idée, pour faire une étude de faisabilité, pour créer le partenariat, pour démarrer, pour faire plein de choses qui vont peut-être pas être financées effectivement par du financement public, privé classique. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public, quel qu'il Alors, soit? il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Il est 17h45. Donc voilà, soit vous avez d'autres éléments à apporter, peut-être Fatima Belaredj veut rajouter un mot. Voilà, il y en a quelques personnes qui nous ont déjà quittés. Donc on peut, s'il n'y a pas d'autres éléments, on peut passer la parole à Aurélie pour conclure. C'est comme vous le souhaitez. S'il n'y a pas de questions qui viennent, moi, je ne vais pas les inventer. Moi, j'en ai posé quelques-unes et je suis sûre que j'en aurai encore beaucoup d'autres, mais on est reparti pour 2 heures, donc c'est pas l'idée. Lucie, est-ce que vous souhaitez partager quelque chose avec les personnes qui sont là? Un appel, une idée, une conclusion, une remarque, un commentaire, peu importe. Ça va être bateau, hein, mais prenez des parts ou parlez-en autour de vous et voilà, et on sera probablement à Toulouse pour un événement coopératif le 19 juin à la cartoucherie, je crois. Ah Donc ouais, voilà, pour celles et ceux qui sont par là, et bah, au plaisir de vous y rencontrer. Et puis voilà. très bien. Eh ben, bon vent à COP Média, bon courage. On vous espère effectivement avec 10 millions à 4-5 ans. C'est l'objectif. Longue vie, parce que c'est clair que si on revient sur ce projet particulier, des médias indépendants qui font de l'information et pas de la communication, c'est vraiment, vraiment vital aujourd'hui. C'est vraiment, vraiment, vraiment vital. Fatima, peut-être que tu souhaiterais dire un petit mot pour conclure, faire un petit retour de ta part et de la part de la CGSCOF? Non, non, plutôt là, sur le sujet de l'innovation sociale, parce que c'est un peu ce que Lucie et Marek ont évoqué, hein. Ça reste un sujet, à la fois tendance, à la mode, à l'échelle européenne, mais qui a quand même, très fortement du mal. Je reste dans le contexte du titre. On a à la fois du mal à évaluer le coût et donc ça reste quand même complexe pour le traduire en termes de financement. J'allais dire, ne serait-ce que pour, accompagner des initiatives comme, celles qui accompagnent, je pense aux incubateurs, aux Oui, accélérateurs et cetera et encore plus difficilement les entreprises. Donc ça reste un sujet, moi je sais pas, je crois que ça fait, un peu plus de 20 ans que le sujet de l'innovation sociale est un sujet, sur lequel, on a pu travailler collectivement et en fait, on a fait très peu de pas en avant, hormis quelques initiatives comme en Occitanie, pas qu'en Occitanie, mais de collectivités territoriales qui ont fait en tout cas ce pari avec des incubateurs. Mais c'est les seuls vraiment que je connais qui ont permis, en tout cas concrètement, d'accompagner des dispositifs, d'accompagnement. Mais les financements pour les entreprises, on est encore très, très, très loin. Ça reste quand même un sujet qui est toujours un axe, moi qui suis présente au Conseil supérieur de l'ESS et qui a été présente à une conférence des financeurs, qui a eu lieu, la semaine dernière,
le sujet a été, à nouveau posé sur la table, et c'est vrai que je me demande si, avant que je finisse ma carrière professionnelle, si on aura vraiment, si on aura vraiment des réponses. Donc je crois beaucoup plus à des initiatives comme, COP Média et plein d'autres, hein, qui, aujourd'hui ont réussi, Lucie, tu énonçais notamment, les licornes, hein, qui font un beau boulot et avec qui la CGSCOP articule aussi son plaidoyer justement sur les sujets d'innovation sociale. Je crois beaucoup plus en tout cas à ces démarches et notamment ces démarches tournées vers le grand public. C'est fastidieux, comme l'a dit, Lucie, c'est quand même beaucoup, beaucoup d'appels pour, essayer de mettre en avant, non pas des alternatives économiques, mais un modèle économique qui, a su faire ses preuves. Ça prendra un petit peu de temps, mais je pense que plus on se développe, plus on pèse, plus notre modèle devient un modèle, à l'image de ce qui se fait, au niveau des TPE et PME et plus, effectivement, on arrive à toucher le grand public. En tout cas, moi, je suis assez certaine, que, ça parle aux Françaises et aux Français, mais qu'on a un petit plafond de verre, hein, qui reste encore, à déplacer, assez collectivement. Mais c'est un modèle, en tout cas, qui parle et